Somnifère, le podcast. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 1er mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un homme installé dans une salle d'attente et qui est rapidement intrigué par la présence d'une femme assise tout près de lui. Elle est habillée pauvrement, elle semble mal en point et a dans le regard une mélancolie qui l'intrigue et le fascine. Qui est-elle et quelle est son histoire? C'est une nouvelle d'Octave Mirbeau intitulée d'Herbois. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On s'autorise à mettre tout le quotidien et tout ce qui nous préoccupe de côté. Et pendant la prochaine minute, on ne va rien faire d'autre que de laisser notre respiration se calmer. D'en suivre les mouvements et d'apprécier le fait d'être installé confortablement au chaud. Alors qu'il n'y a plus rien à faire et plus rien à penser. On reste attentif à son corps, à ses mouvements. Et s'il reste des tensions ici et là, on fait en sorte de les relâcher complètement et de laisser notre corps s'abandonner sur le matelas. Je vais vous demander à présent de projeter votre attention sur vos deux pieds, tout en continuant d'être attentif à votre respiration et de vous laisser bercer par ces mouvements. Sans attente particulière, comme avec curiosité. Et en laissant le calme s'installer progressivement. À chaque inspire et à chaque expire. Projetez à présent votre attention sur la plante de vos pieds. De la même manière, sans attente particulière. En restant attentif à votre respiration et en laissant la détente progressivement s'installer davantage. À chaque inspire et à chaque expire.
Projetez à présent votre attention sur le point qui se situe au milieu de votre plante des pieds. Alors qu'à chaque inspiration, la détente continue de s'installer un peu davantage. Et qu'à chaque expiration, votre corps semble s'enfoncer un peu plus dans le matelas. Assurez-vous, comme d'habitude, que les petits muscles de votre visage sont bien détendus. La mâchoire, la langue, le point entre les deux sourcils. Laissez votre esprit s'égarer en observant les appuis de votre corps contre le matelas. Les mouvements de votre poitrine à l'inspire et à l'expire. La température de l'air à l'inspire et à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit, alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés, et sentez des mains les masser un par un, délicatement. Portez d'abord votre attention sur votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième,
enfin le petit orteil. Ses mains commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite. En dessinant des petits cercles. Et en appliquant des pressions légères et agréables. Portez à présent votre attention sur votre ventre qui se détend, qui monte et qui descend. Au rythme de votre respiration, qui s'apaise. Observez comme il est agréable de simplement se laisser aller à l'instant présent. Sans rien attendre de particulier. Et vous pouvez enfin, si vous le souhaitez, poser une intention pour la journée de demain. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Elle entra craintive, rougissante, et rabaissant sur les lèvres sa voilette d'un geste menu, elle demanda « Monsieur d'Herbois, s'il vous plaît ?» Des deux garçons de bureau, dont l'un taillait un crayon et l'autre ficelait un paquet, le premier leva la tête, dévisagea brutalement la visiteuse, avança un bloc, présenta un porte-plume. « Votre nom, fit-il. Elle posa sur le bureau son petit manchon d'astrakan terni, et se penchant, elle écrivit. « Je vais voir si monsieur d'Herbois y est, dit-il en lisant le nom qu'avait inscrit la femme. Puis il traversa l'antichambre d'un pas noble, et au fond, derrière les vantaux d'une double porte capitonnée de moleskine verte, il disparut. Le regard un peu indécis et peureux, elle s'assit sur une banquette de velours rouge qui longeait une partie du mur d'un côté. En face d'elle, une grande carte géographique se déployait. Les yeux de la femme, d'abord hésitants, comme le vol perplexe d'un oiseau qui ne sait où se poser, se fixèrent enfin sur la carte, vagues et perdus. Et les deux mains dans son manchon, le corps un peu incliné en avant, dans une attitude d'angoisse résignée, elle ne bougea plus. Quelques solliciteurs occupaient çà et là des fauteuils capitonnés de la même moleskine que la porte. En gens habitués aux longues stations dans les antichambres, ils avaient un engoncement de paquets,
une lourdeur somnolente de brute, l'impassible massivité des choses inertes. Un vieux monsieur se promenait de long en large, les yeux au plafond, implacable et blanc comme des pièces de 20 sous. De temps en temps, il examinait furtivement la femme qui ne remuait pas et, très triste, ne prêtait attention à rien ni à personne. J'étais, non loin d'elle, assis sur la même banquette de velours rouge, attendant moi aussi Monsieur d'Herbois. Je l'attendais depuis 1 heure. Il est en conseil, m'avait-on dit, et je commençais à m'impatienter. L'ennui me poussant, j'éprouvais une véritable honte à être là, dans cette antichambre, à la discrétion d'un d'Herbois. Il en prenait vraiment trop à son aise, ce d'Herbois que j'avais connu, il n'y avait pas si longtemps, mon Dieu, pauvre, humble, mendiant, à qui bien souvent j'avais prêté 100 sous pour qu'il pût manger, le misérable. Maintenant, à peine s'il me reconnaissait, à peine si dans le hasard des rencontres, il daignait m'envoyer, avec quelle hauteur méprisante, un petit bonjour de la main protecteur et honteux. Des amis d'autrefois, il n'avait gardé aucun souvenir, si ce n'est un souvenir de haine. Il rougissait de ses misères passées comme d'une tare. Quelle sale âme, pensais-je, en maugréant intérieurement, tandis que le garçon, ficelant son paquet avec des gestes autoritaires et dédaigneux, m'agaçait. Et le dépit d'être ainsi traité par un ancien camarade puissant et riche, venant s'ajouter aux énervements de la tante, j'essayais de me consoler en me rappelant de vilaines aventures dont le d'Herbois avait été le héros jadis, de louches actions qu'il me serait doux de lui reprocher un jour, dans des circonstances que je ne définissais pas nettement, mais que j'imaginais à l'avance, émouvantes et dramatiques. Ai-je besoin de dire que j'étais là pour lui emprunter de l'argent? Et la crainte de ne pas plus y réussir cette fois que les précédentes, car je passais une partie de mon temps à l'accabler de sollicitations de toutes sortes, me jetait contre lui dans une irritation, dans une malveillance extrême. Avant d'essuyer son refus, je méditais déjà de cruelles et raffinées vengeances. Combien plus raffinées et plus cruelles s'il m'eût donné quoi que ce soit. C'est sous l'influence de cette particulière disposition morale que je me pris subitement à examiner ma voisine, la femme qui venait d'entrer et qui continuait de regarder la carte géographique. Au premier coup d'œil, l'inconnue me sembla élégante et jolie. Ensuite, lorsque je détaillai plus intimement sa toilette et sa physionomie, il me parut qu'elle était misérable et qu'elle n'était plus jeune, presque vieille même. Peu à peu, je distinguai des rides autour des yeux, des rides aux tempes, et au coin déjà tombant de la bouche, des meurtrissures mal dissimulées sous un maquillage discret et décent de poudre de riz. Les chairs coulaient avec des ondulations canailles dans la descente des joues et s'affaissaient en flaccidité définitive sous le menton. À chaque attache des muscles, je n'eus pas de peine à remarquer une distension de la peau, une ombre molle, un trou, quelque chose de très mélancolique, comme un coup de pouce empreint sur des carnations mortes. Cependant, elle ne la considérait que dans son ensemble. Elle gardait réellement dans la flexion du corps, dans la tombée lente des bras, la beauté qui survit parfois aux déformations de la vieillesse. Elle gardait aussi le charme indéfinissable d'une volupté éparse en elle. Et quel navrement en sa toilette!
Sa robe, son manteau étaient d'étoffes précieuses et de coupe savante. Mais combien râpés, élimés, recousus, retaillés, ressoutenus par d'héroïques, patients et successifs raccommodages. Son manchon d'astracan montrait des plaques chauves, entre le défrisement terne de la fourrure que les vers mangeaient. Son chapeau balançait au bout de ses plumes tout un poème de souffrance. En vain je cherchais ses bottines qui devaient être pitoyables. Elle les tenait soigneusement cachées sous ses jupes effilochées. Ses restes de visage et de toilette, qui se ressemblaient par les mêmes usures, et qui disaient si éloquemment en leur actuelle détresse le passé disparu d'opulence et de beauté, me furent comme une soudaine révélation de la vie de cette femme, une explication de sa présence ici, dans cette antichambre de banquier véreux. Et je ressentis une immense pitié, puis une immense joie, car je la devinais très malheureuse, et je ne doutais point un instant qu'elle ne fût une victime de Derbois. L'inconnue, à ce moment, tourna la tête vers moi, comme si elle avait eu conscience des pensées qui m'agitaient. Je pus observer ses yeux. Ils étaient beaux encore dans l'enchâssement des paupières avilies, et doux, et tristes infiniment. Des yeux habitués à toujours pleurer, à toujours supplier, à toujours être rebutés. Alors, avec la promptitude d'une imagination sensible et malhonnête, je reconstituai tous les détails du roman douloureux de cette femme. Elle aimait Derbois, elle avait longtemps vécu avec lui, dévouée, lui donnant tout son cœur, son esprit et son argent. Indélicat comme je connaissais mon ancien camarade, il avait tout accepté, et puis ruiné, il l'avait abandonnée. Il ne la recevait plus que de loin en loin, par peur d'un éclat dont sont capables les femmes désespérées, même les plus vaincues. Elle devait posséder des lettres de lui, des lettres terribles, des aveux d'infamie peut-être, et il craignait sans doute que dans une heure de révolte, elle ne s'en servît pour le déshonorer. Aujourd'hui, elle était à bout de courage. En examinant son teint plombé par les nourritures rares et mauvaises, je supposai qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Peut-être aussi, faute de quelques francs, allait-elle être chassée du logis misérable qu'elle habitait. Peut-être, j'imaginais les choses les plus noires, les plus navrantes détresses. Le vieux monsieur continuait d'arpenter l'antichambre, ses mains derrière le dos, ses yeux blancs et froids au plafond. Et la femme continuait de regarder la carte géographique, les prunelles vagues et perdues en son rêve de douleur. Le garçon apparut dans l'entrebâillement de la double porte capitonnée de Moleskine. Mon cœur battait très fort. Tout cela n'avait pas duré 1 minute. Le garçon s'approcha de la femme. Monsieur Derbois n'y est pas, prononça-t-il d'une voix où il me sembla qu'il y avait une ironie et un contentement. Et il poursuivit en déchirant la feuille de papier sur laquelle la pauvre femme avait inscrit son nom. Il ne rentrera pas aujourd'hui. Elle se leva toute droite, incertaine d'abord, étonnée ensuite, puis subitement résignée, elle partit les coudes au corps et le dos triste. Ah, quelle tristesse dans ce dos! Mais la vie réserve souvent de bonnes surprises aux âmes bonnes et résilientes. Je croisai cette femme quelques années plus tard dans un salon de la rue Montmartre. Elle portait une toilette parfaite et arborait un large sourire sur son visage.
Quant à Derbois, il fit faillite et était contraint, ironie du sort, d'emprunter de l'argent pour survivre. Bonne nuit. Bonne nuit.